Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup déjà à Next Tourisme. C'est un honneur et un privilège d'ouvrir cette journée qui s'annonce vraiment riche en débats. On a un très beau panel. Alors, Eventia Djumba, directrice générale d'Amalus France. Voilà, on peut l'applaudir pour l'encourager. Merci. Cyrielle Bon, directrice générale France de Destination Canada. Alors, Jean-Noël Law, Chief Distribution Officer du groupe Accor. Et Lorraine Bordelais, Chief Commercial Officer de Center Parcs. Alors, je change de place, pardonnez-moi. Ah d'accord, très bien. Alors, nous allons aborder deux grandes thématiques à l'occasion de cette table ronde. D'abord, puisqu'on est à la veille de la saison estivale, qui est quand même la saison cruciale pour le secteur du voyage, on va évoquer les dernières tendances dans le secteur au travers de différents témoignages. Et ensuite, bien sûr, nous parlerons de l'IA, qui est le thème du jour. Et vous allez voir, enfin, moi, ça m'a sidéré. Nous avons 4 intervenants, nous avons au moins 5 nouvelles innovations IA à présenter aujourd'hui. Donc, on voit que le secteur est en pleine effervescence autour de l'IA, avec des outils B2C, mais également beaucoup B2B. Donc, tout d'abord, on va parler conjoncture, et j'en profite pour partager justement une donnée que nous allons publier aujourd'hui sur l'écotouristique.com, à savoir le baromètre Orchestra pour l'écotouristique, qui montre encore une fois l'attentisme du marché, puisque les ventes de séjours en agence de voyage baissent de 21% au mois de mai. Donc ça s'inscrit vraiment dans la continuité des mois précédents, et on voit que malgré tous les efforts des acteurs du voyage pour réveiller la demande à travers des promotions, à travers de la flexibilité, eh bien, le marché est toujours aussi attentiste. Et dans le détail, donc, le top 20 des destinations les plus vendues montre que tous les pays sont en baisse, à l'exception assez soutenue de l'Albanie. Donc, mais sinon, vraiment, tous les pays sont en baisse, y compris le Canada, Cyrielle, malheureusement. Même si c'est une très belle destination, chère à mon cœur qui plus est. Donc, Cyrielle, on va aussi parler d'un phénomène qui s'est manifesté depuis le printemps, à savoir la baisse des vols. Les compagnies aériennes ont renoncé à certains vols. C'est le cas également d'Air Transat. On en parlait en préparant cette table ronde, puisque la compagnie aérienne a annoncé une baisse de 6% de ses vols sur l'ensemble de la saison, allant de mai à octobre. Alors, Cyrielle, vous ne travaillez pas pour Air Transat. Néanmoins, je trouve ça intéressant qu'on aborde le sujet et vous êtes renseigné, parce qu'il y a eu peut-être un peu d'incompréhension ou de maladresse autour justement de cette baisse de trafic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, Orchestra affiche des baisses. Pour le Canada, en l'occurrence, il y a énormément de ventes qui sont en direct, et en réalité, on est en hausse de plus 5%. Donc déjà, c'est plutôt très bien parti pour nous l'année 2026. Et ensuite, au sujet de Air Transat, c'est vrai qu'ils ont lancé un communiqué qui était un peu trompeur. La réalité derrière ça, c'est qu'ils ont enlevé des vols sur des destinations qui sont plutôt niches. Ça peut être la Grèce, ça peut être Cuba, on sait l'embargo qu'il y a. Mais sur le Canada, ils ont mis plus 5% de capacité, et ils sont à plus 9% de remplissage. Donc on est plutôt très bien sur le Canada. Très bien. Et donc cette croissance de 5%, c'est sur quelle période ? Là, on est sur le remplissage de l'été. D'accord, très bien. Donc effectivement, on le sait, le Canada est une destination en partie désintermédiée. Et c'est peut-être aussi ce que traduisent les chiffres au-delà de la conjoncture actuelle. Alors Lorraine, Lorraine, vous incarnez Center Parcs, qui est une marque emblématique du groupe Pierre et Vacances, avec, si je ne m'abuse, 30 sites en tout, dont 7 en France.
Ce qu'on dit aussi cette année, c'est que les Français partiront sans doute moins loin, moins cher, moins longtemps. Est-ce que c'est finalement la tendance que vous observez à travers Center Parcs? Alors oui, nous, c'est une tendance qu'on observe énormément. Alors nous, bien sûr, on fait essentiellement du tourisme de proximité sur l'ensemble de l'Europe, donc principalement en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. C'est vrai que particulièrement en France, là, on a à peu près 20% nous, de notre business qui se fait sur les 2 dernières semaines avant l'arrivée. Donc on est très last minute. C'est le bénéfice, je dirais, d'être proche. Après, c'est pas hyper simple pour les prévisions. Mais du coup, en fait, les tendances sont quand même très bonnes. C'est juste qu'effectivement, elles interviennent tard. Il y a vraiment une polarisation des comportements avec soit des gens qui vont être très early bookers, qui sont dans l'anticipation, soit des gens qui, au contraire, sont vraiment très, très dernière minute, attendent de voir et finalement partent de cette façon, avec un espèce de phénomène de creux qu'on observe entre les deux. Donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de renoncement, en tout cas, à partir, que les vacances, c'est quelque chose qui reste très préservé et qui, finalement, fait partie des choses essentielles pour les gens, certainement pour contrer aussi l'angoisse ou l'anxiété du quotidien. Mais du coup, il y a d'autres leviers qui vont jouer, effectivement, pour pouvoir conserver ces séjours, ces vacances, soit en jouant sur la durée de séjour, effectivement, que nous, on observe quand même une baisse depuis l'année dernière. De 10%, je crois, hein, c'est ça? Oui, alors 4% à peu près l'année dernière, mais c'est vrai que cette année, on arrive à peu près à la contenir, mais en France, on continue de voir quand même que la durée de séjour est pas mal mise à mal. Nous, on est autour de 3,4 nuits par séjour, donc c'est plutôt du court séjour hein, globalement. Mais c'est vrai que du coup, il y a une exigence de flexibilisation, de pouvoir arriver et repartir un peu quand on veut. Qui est un phénomène pas conjoncturel, quoi, qui, à mon avis, est quelque chose qui va s'installer, qui est assez structurel. Donc pour nous, c'est une difficulté supplémentaire parce qu'on arrive à générer plus de réservations, mais c'est des réservations qui ne sont pas toutes plus contributives parce que derrière, elles génèrent plus de coûts variables, elles nous permettent moins de dépenses sur site. Donc c'est assez challenging, en tout cas, comme tendance de fond qu'on observe. Mais néanmoins, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a de l'appétence pour le séjour et pour notre marque en particulier. Oui, ce qui est rassurant, c'est qu'on essaie de sacraliser les vacances, mais c'est au prix d'arbitrage en termes de budget et en termes également de date. Il y a plus de départs en semaine, c'est ça. Enfin, on est plus sur le samedi, mais on apprécie de pouvoir venir en décalé aussi. Hein. Oui, c'est exactement ça. Effectivement, on voit des reports, enfin des avancées, par exemple, de départ sur les jeudis, par exemple. On voit aussi des semaines dimanche-dimanche qui sont assez plébiscitées pour éviter les bouchons des samedis, des grands départs. Donc c'est surtout ça qu'on observe. Et puis la volonté de chercher du plus court aussi. Nous, d'habitude, on avait un minimum plutôt autour de 3 nuits, et là, on est plutôt sur du 2, et on voit qu'on a aussi de la demande pour du 1, mais qu'on ne propose pas, nous, le 1 nuit, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de vivre l'expérience, donc c'est pas pertinent par rapport à notre offre. D'accord, très bien. Merci Lorraine. Alors, Eventia Amadou, c'est bien sûr un fournisseur technologique, mais vous faites aussi des études, notamment sur le comportement des voyageurs. Et je crois que là, vous aviez envie de partager justement quelques tendances qui montrent le besoin de déconnexion et de reconnexion. Expliquez-nous. Oui, bien sûr. Donc, si on regarde l'actualité, elle est toujours drivée par 2 axes. Non, on regarde le comportement des voyageurs et puis après, bien évidemment, les tendances qui sont dérivées de les avancées de l'IA. Donc, quand on regarde, il y a plusieurs études sur lesquelles j'ai envie de m'appuyer. Donc, la première, c'est Travel Dreams 360, qui est sortie un peu plus tôt dans l'année. Et là, ce qui est intéressant, quand on regarde et on interroge donc les voyageurs, on voit que la destination n'est pas juste un besoin de se retrouver en famille ou autre, ça devient une source essentielle. Parce qu'ils sont plus de 40% à dire que c'est un besoin de reset mental.
Donc de complètement remettre à zéro. Et même si on interroge un peu plus loin, 32% disent que c'est un besoin de détox digital. Donc vraiment enlever la technologie. Donc ce qui est très intéressant, plus la technologie devient forte et présente, aussi notre besoin de se ressourcer dans des moments loin de la techno coexiste. Ça, c'était première chose. Deuxième chose, on voit que 74% attendent des offres personnalisées. Et là, cette étude-là a été faite donc en partenariat avec les hôteliers. Et si on prend un exemple donc, des cas d'usage attendus par les voyageurs, bien évidemment, c'est le check-in plutôt plus tard, mais ça va être aussi la possibilité de choisir l'étage et la vue de la chambre. Et ça va encore plus loin. Ils seraient prêts à payer pour des solutions qui optimisent la qualité de sommeil, des solutions qui permettent d'optimiser la qualité de l'oxygène et bien évidemment les offres personnalisées. Et en allant plus loin, en analysant toutes ces données-là, l'étude montre que pour un hôtelier de 150 chambres, par exemple, il peut avoir des bénéfices en allant jusqu'à 1 million de plus sans créer aucune chambre de plus. De la même façon, sur cette étude-là, on avait, et je vais faire une petite parallèle avec les chiffres qui ont été montrés au début, sur l'usage de l'IA. Donc l'étude montre que 69% des voyageurs utilisent les résumés générés par l'IA comme un aide à l'inspiration, mais aussi à la décision. Donc c'est intéressant parce que j'ai vu que les Français sont 71% dans la totalité sur l'IA, mais sur le tourisme, ils n'étaient que 31%. Donc c'est une tendance assez forte sur l'usage de l'IA. Et en même temps, je regardais une autre étude lancée par Focusrite, je pense en février. Oui, tout à fait, qui dit que 56% voilà. des voyageurs actifs aux États-Unis se servent de l'IA pour s'informer, planifier ou réserver un voyage. Donc c'est un taux qui est très important. Et effectivement, on peut s'attendre à ce qu'en France, on soit rattrapé par cette vague-là. Bien sûr, ouais. Donc, en tout cas, ce que je retiens, Eventia, c'est que, bien sûr, les voyages, les vacances sont l'occasion de aussi soigner sa santé mentale. On a de plus en plus, d'ailleurs, ce petit discours qui montre, c'est-à-dire que les vacances, c'est aussi une façon de se préserver par rapport au rythme quotidien, par rapport parfois au risque de burn-out. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui monte dans les sondages. Et puis l'autre point que je retiens, c'est finalement les contradictions. C'est-à-dire que le besoin de détox, alors qu'on sait très bien qu'en vacances, en fait, on est quand même très souvent les premiers à utiliser son téléphone pour ensuite poster sur les réseaux sociaux. Donc il y a plein de contradictions dans nos comportements. Donc merci Eventia. On va poursuivre avec l'IA. Donc je disais à l'introduction, il y a beaucoup d'effervescence bien sûr autour de l'IA. Et là, vous avez justement des marques qui vont partager tout ce qu'elles mettent en place à l'heure actuelle. Et c'est un peu d'ailleurs en avant-première. Je vais commencer par Jean-Noël. Jean-Noël, il y a notamment chez Accor un projet en phase pilote qui est un assistant IA destiné aux hôteliers. Je pense qu'on va avoir une petite démonstration à l'écran. C'est peut-être moi qui pilote, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on est bien sur la bonne démo, Jean-Noël ? On est bien sur la bonne démo. Donc, alors, en fait, je vous laisse expliquer. Quand on parle de l'IA, on a tendance à le voir vraiment en tant que nous, consommateurs, quand on va sur un site internet et tout ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça en termes de changement sociétal et aussi sur la façon dont les entreprises opèrent. Accor, c'est un groupe hôtelier qui fait près de 6000 hôtels sur 140 pays et plus de 44 marques. Et en fait, si vous travaillez dans le tourisme, vous savez que le staffing, la formation, l'efficience opérationnelle est extrêmement clé. Et c'est très difficile de recruter, de former et de rendre les gens opérationnels. Donc ce que vous voyez là, c'est une implémentation qu'on a fait en collaboration avec Oracle d'un assistant qui permet au lieu de se taper un manuel d'aide pour essayer de comprendre comment on utilise telle fonction, etc., eh bien, il y a un agent qui va directement répondre « Voici comment faire ».
pour accélérer la prise en main de l'outil. Donc ça, c'est l'étape 1, qui est de dire l'AI comme assistant, comme soutien de connaissances, qui résonne bien avec ce qu'on a vu en intro, des gens qui cherchent de la connaissance. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la prochaine étape, et si on passe à la prochaine slide, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle l'AI agentique. C'est-à-dire, au lieu de l'AI qui apporte une connaissance en l'agrégeant et faisant la recherche et la synthétisant, là, le mot agent est très fort, c'est-à-dire l'outil fait. Là, ce que vous voyez, c'est une démonstration. Je ne sais pas si on peut lancer la vidéo. Ou sur un prompt où le réceptionniste va recevoir la personne et au lieu, vous l'avez tous vécu, de pianoter pour essayer pour récupérer les données du client et ensuite le faire entrer dans la machine, et bien là, le réceptionniste va simplement dire « Bonjour, Madame Martin », et l'outil va tout faire automatiquement en allant chercher les éléments dans différents endroits pour faire tout ça. Et comme vous voyez ici, ça a pris quelques secondes pour arriver au bout. Donc cette partie-là n'est pas encore live, mais c'est quelque chose qui va arriver en pilote dans les mois qui suivent et qui seront ensuite déployés sur l'intégralité des établissements du groupe. Donc vous voyez ici l'utilisation des l'AI en termes de multiplicateurs de force. Je vous donne un exemple, parce qu'on pourrait imaginer en se disant, ok, quels sont les impacts sur l'emploi et ce genre de choses. J'étais, il y a quelques semaines, en train de discuter avec un propriétaire qui employait sur son établissement 1000 personnes. Donc c'est un vraiment gros porteur. Ça faisait un an qu'il avait 100 postes vacants. 100. Et en fait, il passait son temps à faire des entretiens et il n'arrivait pas à staffer. Et là, en fait, on voit immédiatement le bénéfice de l'IA comme accélérateur de performance de son entreprise pour exécuter des éléments. Et ensuite, aussi, c'est beaucoup plus agréable. Hein. Quand vous faites un check-in, ça prend beaucoup moins de temps. Et la personne n'est pas en train de regarder son écran, vous explique l'établissement, il vous accueille et fait ce travail commercial de proximité. Je ne sais pas s'il y a la troisième slide. Jean-Noël, qu'on comprenne bien, il y a deux outils en fait. Hein. Okay. Le premier est déjà déployé en phase pilote. Oui, l'assistant est déjà déployé en phase pilote. Et celui-là arrive bientôt. Celui-ci arrive bientôt. Et ce ne sont pas les mêmes cibles. C'est la même cible. C'est la même cible. C'est le personnel hôtelier ici. D'accord, le personnel hôtelier, notamment justement des personnes qui viennent de prendre leur poste et qui doivent... Par exemple, oui, tout à fait. Découvrir les outils, très bien. Je ne sais pas si on a la troisième. Non, on n'a pas la troisième slide. Pas la troisième slide. Mais c'est pas très grave, je peux en parler. Le métier de l'hôtellerie, maintenant, si je prends un pas de recul, j'ai parlé de la réception, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez la restauration, vous avez le bar, vous avez le housekeeping, vous avez la maintenance, vous avez le bâtiment de façon générale et tout ça. Donc c'est très large en tant que tel. Et dans la relation que nous avons, nous, Accor, avec nos franchisés, eh bien, il y a pas mal de savoir et de savoir-faire qui sont transmis. Les standards de marque, les standards opérationnels, les procédures, tout ce qu'on a dit sur comment faire. Il y a une multitude d'outils, il y a une multitude de complexité en tant que telle qui fait que justement la barrière de la formation et de l'entrée dans l'efficacité opérationnelle est très large. Eh bien, ce qu'on déploie, on ne le voit pas ici, mais c'est un assistant cette fois qui est beaucoup plus large, qui est capable de répondre sur l'intégralité du scope du métier de l'hôtelier à tout moment. Donc ça évite d'ouvrir un ticket au support, ça évite d'impacter Michel, qui est le vétéran, qui est là depuis 20 ans et qui a la réponse à tout, mais le jour où Michel n'est pas là, l'hôtel fonctionne beaucoup moins. Et bien en fait, là, on aura un outil, on l'a appelé le butler, comme dans l'hôtellerie, hein, c'est le Spirou, qui est là pour justement aider ce personnel. Donc ce que vous voyez là, c'est l'implémentation dans un milieu hôtelier professionnel, en contrastant avec ce qu'on peut voir. Là, j'ai vu les citations Mistral, ChatGPT, Perplexity et Gemini, qui sont vision consommateur.
Donc là, voilà, ce n'est pas un outil, mais une série de 3 outils pour les hôteliers. Et je crois que le premier, vous souhaitez l'avoir déployé auprès de 1000 hôtels à la fin de l'année, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc je pense qu'on pourra aller plus vite parce que l'appétence a été très très forte. Au départ, hein, toujours, il y a un peu de... Réticence. Les gens sont un peu circonspects, ils testent. Ben, très rapidement, ils se rendent compte que les réponses sont très pertinentes et l'adoption vient très vite ensuite. Ce sont les outils gratuits. Je ne vais pas commenter dessus, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça aussi, c'est un autre sujet, parce qu'au début, l'IA, c'était formidable, tout était gratuit, mais on se rend compte que petit à petit, ça devient de plus en plus payant, parce que ça coûte cher aussi à développer. Alors, il peut y avoir un peu de réticence à l'adoption aussi, parce qu'effectivement, il y a la peur du grand remplacement. Je pense que vous l'évoquez aussi au Sonacor, En fait, malgré les problèmes de recrutement. Oui, il y a forcément... Bon, moi j'ai fait carrière dans l'informatique toute ma vie, hein, et je me rappelle que j'avais exactement les mêmes questions. D'ailleurs, je travaillais avec Eventia à l'époque, sur l'arrivée d'Internet. Pareil, en disant non, mais en fait, l'Internet, il faut que l'État fasse quelque chose parce que ça va détruire notre métier. Bon, ben voilà, 20 ans après, où est-ce qu'on en est? Le tourisme ne s'est jamais aussi bien porté. Alors, les acteurs ont changé, la dynamique a changé. Mais le volume d'affaires général, en fait, il s'est démultiplié. Et aujourd'hui, le tourisme et le voyage, de façon générale, si je me rappelle les statistiques, c'est un emploi sur 10 dans le monde. Donc c'est gigantesque et ça va dans ce sens. Donc l'IA, pour moi, n'est là qu'en facteur d'accélération sur un business qui est en croissance. Oui, l'IA transforme les métiers. On va poursuivre avec Eventia, puisque Amadeus investit beaucoup dans la R&D. Hein. En 2025, c'était 1,4 milliard d'euros. Et bien sûr, l'IA fait partie des pôles d'attention. Et aujourd'hui, Eventia, vous allez nous parler justement d'un produit tout nouveau qui va arriver, je crois, en juin sur le marché français, donc nous y sommes, alors qu'il a déjà été testé aux États-Unis. J'espère qu'on aura une démo, je ne suis pas sûre. Donc j'attends d'abord que vous présentiez l'outil. Je vais venir avec 2 spoilers alertes. Donc le premier, ça va être ce compagnon qu'on lance à l'adresse des agences de voyage, qui s'appelle Amadeus Max. Et le deuxième, c'est que dans à peu près 15 minutes, il y a une étude qui va être publiée, qui a été faite en partenariat avec Microsoft sur l'IA agentique et les cas d'usage des compagnies aériennes. Donc deux petits mots, peut-être les messages qui ressortent de cette étude-là, si on regarde l'usage fait par les compagnies aériennes, c'est autour de rebooking agentique. Donc la possibilité déjà de reprendre, de modifier une réservation, mais aussi de pouvoir prendre plusieurs appels en même temps en plusieurs langues. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième cas d'usage, bien évidemment, ça va être sur tout ce qui est commerce agentique. Donc la possibilité vraiment par des agents IA de réserver, modifier, planifier les voyages. Marketing digital, très important pour les compagnies aériennes parce que du coup, les agents IA vont être capables d'identifier quelles sont les routes qui sous-performent, de pouvoir planifier, générer des campagnes, les développer, allouer les budgets et permettre donc de ressortir ces rapports-là et bien évidemment la personnalisation qui reste un axe très important. Et revenons maintenant sur Amadeus Max. Donc, comme tu l'as mentionné, Linda, c'est vrai qu'Amadeus est une société technologique, donc l'IA fait partie de notre quotidien depuis la création de l'entreprise, que ce soit dans la recherche opérationnelle, que ce soit dans tout ce qui était machine learning, deep learning, mais maintenant avec l'IA générationnelle et agentique, ça permet en fait d'accélérer énormément tous les cas d'usage qu'on peut mettre à disposition à l'industrie.
Donc ici, il s'agit d'une IA, et un peu pareil, comme Jean-Noël le disait, qui est au service des consultants, des agents de voyage. Et ça va venir résoudre très simplement, ça va être intégré dans nos front office, donc qui est notre outil Selling Connect, et ça va permettre donc d'améliorer la productivité, mais aussi la conformité. Pourquoi ? Parce que ça permet en langage, comme vous allez voir, en langage naturel, de pouvoir avoir accès à tout l'historique du PNR qui a modifié, quand et comment, avoir en langage naturel encore très facilement les règles tarifaires, qui est vraiment un des points très complexes pour les agents de voyage. Et en troisième partie, sur les smart flows, ça permet de modifier aujourd'hui pour mettre en place des smartphones dans des petits robots qui permettent de s'assurer qu'on est conforme. Bon, ça nécessite un tout petit peu de programmation, donc ce n'était pas à l'usage de tout le monde, ça nécessitait une expertise. Maintenant, en langage naturel, on peut dire, s'il te plaît, inclus-moi le profil. Donc, comme on va lancer la vidéo pour regarder tout à fait. ça. Ce qui est intéressant, Eventia, c'est que bien avant le Covid, à l'occasion d'une conférence de presse à Paris, Amadeus avait déjà présenté un projet qui ressemblait beaucoup à celui-ci, puisqu'on nous promettait justement, en fait aux agents de voyage de pouvoir faire une recherche en langage naturel. Les règles Donc, tarifaires, voilà. l'historique PNR et les smart flows peuvent être complexes. Amadeus Max for Travel Sellers vous donne des réponses rapides en langage naturel, directement dans votre flux de travail. Les règles tarifaires incluent les tarifs ATPCO pour Edifact et NDC. Aujourd'hui, répondre à une question signifie souvent naviguer entre plusieurs catégories et lire plusieurs pages de règles tarifaires. Avec ce nouvel assistant IA, ce n'est plus nécessaire. Vous pouvez utiliser les actions suggérées, comme consulter les règles tarifaires ou l'historique PNR, ou simplement ouvrir le chat et poser des questions simples. Avec Amadeus Max dans Selling Platform Connect, les conseillers peuvent travailler plus vite et avec plus de confiance. Voilà, donc ça devient réalité, la recherche en langage naturel à travers Amadeus. Donc c'est déjà déployé aux US. Je crois que c'est payant là aussi comme outil. Mais je pense que ce n'est pas la bonne question, si je peux me permettre, Linda. Parce que la question, ce n'est pas combien ça coûte, c'est le ROI à la fin. Bien sûr, donc ce sont en deux réalité, sujets, on peut en parler, mais c'est vrai que sûr. pour les agents de voyage, c'est quand même important de savoir si c'est gratuit ou si c'est payant, même si on peut bien sûr imaginer des gains de productivité très importants derrière. Et puis, c'est, je pense, une aide pour les nouvelles recrues dans le secteur. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'avoir des outils de plus en plus simples à utiliser. C'est vrai que quand on a interrogé, c'était dans l'usage quotidien, c'est vraiment ces points qui revenaient très régulièrement, et ça nécessitait une expertise, non ? Donc il y avait toujours quelqu'un dans l'agence qui était l'expert à qui on demandait mais comment je fais ? Donc là c'est vrai que Max, donc j'espère que ça deviendra le meilleur compagnon pour les agences de voyage. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que le cas d'usage qu'on voit là, il est au service de l'humain. Et ça, c'est vraiment un point très intéressant parce que d'autant plus que la technologie est présente et les cas d'usage vont être de plus en plus nombreux. Pareil, dans l'étude qui sort maintenant, on regarde et en termes d'accélération, on voit que 100% des décideurs dans le tourisme, ils sont en train d'expérimenter ou de déployer des cas d'usage IA. Donc on pense véritablement que dans les 12-18 mois, on va voir des déploiements effectifs, opérationnels dans les entreprises. Bien sûr. Alors, Max est déjà déployé aux États-Unis. Depuis combien de temps et combien d'agents de voyage l'ont véritablement adopté ? Les agences de voyage, donc dès que c'est déployé, c'est adopté. Donc ça, ce qu'on voit, c'est que c'est utilisé. Donc il n'y a pas de résistance en fait à l'adoption de cet outil. Et puis on peut comprendre pourquoi. Il y a des agences qui commencent à être pilotes en France aussi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous avez vu sur la vidéo, même la voix a été générée par l'IA, donc c'est intéressant. Non, parce que ce cas d'usage précis, il y en a plein d'autres solutions. On a décidé de faire le focus sur celui-là. Encore une fois, je reviens sur le message précédent. Le fait que c'est un aide, ça aide à l'efficacité, à la conformité, ça ne pose pas de problème dans l'utilisation.
Très bien, on va poursuivre avec Cyrielle. Alors Cyrielle, en préparant cette table ronde, vous me disiez vraiment Destination Canada, ils sont data-driven, ils investissent énormément dans la tech. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 150 personnes à Vancouver et dont 50 personnes dédiées à la data, à la tech, à l'IA. C'est ça, c'est à peu près un tiers des effectifs, parce qu'un office de tourisme étranger, même si dans mon équipe, il y a 3-4 personnes qui sont sur le Canada, ensuite, on dépend d'un siège qui est à Vancouver. Et depuis toujours, Destination Canada a été un office de tourisme pour qui la data était très importante. Alors pendant très longtemps, il fallait qu'on le garde de façon confidentielle. On avait le résultat des recherches. Alors c'était très vaste. Combien de temps les voyageurs français vont rester au Canada? Qu'est-ce qui les fait traverser l'Atlantique? Où est-ce qu'ils se renseignent pour réserver leur voyage? Quel titre de presse? Un grand panel. On avait plus d'une centaine de pages à éplucher tous les ans avec l'actualité. Et puis en 2022, ils ont sorti un consortium de données touristiques. Donc là, c'est public, vous pouvez le taper dans Internet. Et ce consortium de données touristiques donnait accès gratuitement, puisqu'apparemment ça peut intéresser les gens. Donc gratuitement, vous pouvez vous créer un compte et là, vous avez accès à tout le fruit des recherches de Destination Canada. Alors ensuite, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les données touristiques et aller éplucher des tableurs à n'en plus finir, c'était pas forcément le plus simple. Donc en 2022, il y a aussi l'IA qui a fait une entrée un peu fracassante. Et Destination Canada s'est tout de suite dit qu'il y avait une opportunité de rendre ces chiffres beaucoup plus pratico-pratiques pour à la fois l'industrie canadienne, mais aussi internationale. On parle d'un office de tourisme étranger qui est implanté dans 9 pays. La France, c'est le 3e marché d'importance. Mais en l'occurrence, ils ont décidé en fait, de créer un agent auquel vous pouvez poser vos questions comme vous le poserez à ChatGPT. Et vous pouvez demander, alors par exemple, si vous êtes un opérateur touristique canadien, là il y avait un exemple assez pertinent qui nous a été présenté il y a 10 jours, c'était un opérateur qui permettait d'aller voir les baleines. Et puis, quand c'est pas le bon moment pour aller voir les baleines, les bateaux étaient à vide, ils avaient un peu envie d'augmenter leur revenu annuel. Donc, ils ont commencé à poser des questions à ce robot agentique. Donc, en anglais, c'est le Traveler Twin, et en français, c'est le jumeau voyageur. Et donc, en posant les questions, quels sont les types d'activités que je pourrais mettre en place pour augmenter mon revenu? Et là, tout d'un coup, l'agent leur a servi un peu tous les motivateurs de voyage, et ils ont réussi à identifier le fait que les Français étaient très intéressés par l'observation de la faune dans son environnement naturel, mais aussi à l'observation à l'observation de la nature en général. Donc ils avaient initialement juste le service d'observer les baleines, et puis en fait ils ont réussi à identifier le fait que les loutres étaient un animal qui avait pour lesquels les gens se prenaient énormément d'affection. Donc ils ont lancé un tour pour aller voir les loutres, et ça a pris aussitôt. Donc à 0 coût supplémentaire pour eux, en fait, ils ont juste lancé des tours supplémentaires dans l'après-midi, un moment où c'est pas forcément évident de voir les baleines, et ils ont développé leur commerce comme ça. Très bien, donc ce jumeau voyageur est là aussi un assistant, cette fois plutôt à la production d'itinéraires adaptés, personnalisés, comme on le disait, puisque la personnalisation devient un enjeu important pour cibler les voyageurs. Ensuite, pour tous les voyageurs, pour tous les voyagistes français, et on sait qu'il y en a beaucoup qui ont changé leur fusil d'épaule récemment, il y a des tours opérateurs qui étaient focalisés sur les États-Unis, qui finalement sont venus toquer à notre porte parce qu'ils ont compris qu'il fallait changer leur production, mais ils ne connaissaient pas forcément ce qui avait de l'intérêt au Canada. Ils partaient un petit peu de zéro. Donc là, ils peuvent tout simplement poser leurs questions à ce agent voyageur, ce jumeau voyageur. Et puis, le jumeau voyageur va les aider à identifier le type d'activité, le nombre de jours où les gens peuvent rester, et donc en fait à créer tout l'itinéraire. Alors, la limite que je peux annoncer quand même, parce que ça a été lancé il y a 10 jours, c'est que la version en anglais est très bonne. Donc si votre anglais est bon, parfait, allez-y sur le Traveler Twin. La version en français, le jumeau voyageur, n'est pas encore tout à fait bilingue. Voilà, donc c'est un outil qui est en construction, oui. Mais qui est promis un bel avenir. Merci beaucoup. On va poursuivre avec Jean-Noël. Vous l'avez vu ces derniers mois, un certain nombre de grandes entreprises, y compris françaises, ont décidé d'embarquer dans ChatGPT, donc l'application
d'accord est directement dans ChatGPT. Il faut bien sûr, avant ça, l'avoir entre guillemets appelé dans ChatGPT. Mais voilà, ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce qui vous a motivé à finalement tester cette opportunité, sachant qu'aujourd'hui, on se sert de ChatGPT pour s'informer, mais on sait bien qu'au niveau de l'expérience, dès qu'on veut réserver, on sort de cet environnement-là, on rebascule sur Accor, donc il y a une rupture de l'expérience utilisateur. Donc à vous, Jean-Noël, le soin d'expliquer pourquoi. Bon, déjà, pourquoi y aller? Je pense que les chiffres qu'on a vus, ils sont clairs. Ce qui s'est passé avec l'arrivée d'Internet, déjà, ce qui était avant seulement disponible via des appels un par un pour s'informer et réserver, immédiatement surfacé. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens, avant l'arrivée de l'AI, ils commençaient leur passage, leur recherche sur Internet sur Google. Et le trafic qui a amené derrière le business passait via Google, passait via les Google Ads et la classification et ce genre de choses. Ensuite sont arrivés les OTA. Maintenant, ce qu'on voit, c'est avec l'arrivée de ce qu'on appelle les LLM, donc Large Language Models, qui sont les ChatGPT, les Gemini, les Perplexity, les Claude de ce monde, eh bien, les gens commencent leur parcours Internet sur ces outils-là. Et cette part-là est grandissante. Donc aujourd'hui, ça ne drive pas encore de business direct significatif, mais cette part, même si elle est très fine, on voit des taux de croissance mois sur mois de 1000%. Donc ça veut dire que stratégiquement, une marque comme Accor, mais on n'est pas les seuls, hein, il faut absolument qu'on soit visible, présent et rapidement trouvable via ces nouveaux outils où les consommateurs sont. Donc ça, c'est la première chose qui est absolument stratégique. La deuxième chose quand même, c'est qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces modèles-là, ces grandes entreprises, ils sont en train de se chercher. Où est-ce qu'ils se placent sur la chaîne de valeur et quelle est leur valeur? Au départ, il y avait des grands rêves en disant eh ben, en fait, on va complètement disrupter, on va être le méga Amazon de demain. Eh ben, ils se sont rapidement rendus compte que faire un panier d'achat, prendre le paiement et gérer le service après-vente, c'est extrêmement cher, extrêmement compliqué. Donc, leur repositionnement, c'était sur la recherche, la discovery, et ça tombe bien, c'est là où l'AI est extrêmement puissante. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'entreprise et en tant que marque? Ben en fait, la première chose, c'est que pour être présent et visible et consultable sur ces outils-là, il faut que votre donnée soit propre et bien structurée, première chose. Il faut qu'elle soit lisible, tout ça, par ces outils-là, et trouvable. Et la troisième chose, il faut qu'elle soit autoritative. Je ne connais pas exactement le français, mais en fait, il faut que l'AI dise « oui, en fait, vous êtes crédible ». Parce que avant, vous avez les meta-search, et les meta-search, par exemple, un Kayak ou un Google Ads, vous tapez une recherche et vous avez un écran plein avec 40 offres comparées dans tous les sens. Si vous avez fait une recherche AI, ce n'est pas du tout ça, comme ça que ça se passe. Vous avez 4 lignes en disant bah, c'est plutôt ça. Donc en fait, la chance que vous avez pour être là, elle est très très fine. Donc il est absolument critique pour toutes les entreprises, hein, toutes les entreprises qui font du commerce vers les consommateurs, d'investir pour être présent dans ces canaux-là. Et c'est ce qu'on a fait. Et on est assez fiers d'être sans doute l'entreprise française, certainement dans le tourisme, et même l'entreprise européenne, qui a été parmi les premiers sur ChatGPT à faire cette application dans l'écosystème ChatGPT. On a seulement réussi à faire ça parce que tous les fondamentaux étaient prêts. On avait la bonne structure de données, on avait la bonne API, on avait la connaissance technologique. Ça passe par un protocole, désolé pour le mot barbare, qui s'appelle le MCP. On était prêt en 3 mois. Donc on était prêt plus vite que tout le monde. On a lancé. Et en fait, c'est l'AI. 6 mois après notre lancement, le protocole MCP était déjà obsolète. Et là maintenant, Google est en train de travailler sur le protocole UCP, Universal Commercial Protocol, qui vont lancer bientôt. Et bien pareil, il faut être prêt.
Donc à partir de là, c'est des investissements qui sont absolument colossaux, mais c'est le prix à payer pour continuer à faire des business demain, parce que demain, la distribution et le commerce sur Internet, demain étant, est-ce que c'est dans 12 mois, est-ce que c'est dans 2 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on ne commence pas maintenant, à la limite, si on n'a pas déjà commencé il y a 1 an, ça va être très très compliqué. Très bien, donc protocole MCP-UCP pour effectivement connecter l'IA, la data et les solutions. Exactement. Donc on a bien entendu que c'est des investissements vraiment majeurs et que Accor se positionnait comme early adopter de manière à voir justement comment tout ce petit monde, tout cet écosystème évolue. Vous parliez aussi d'une croissance de 1000% d'un mois sur l'autre. Toutefois, je pense que c'est bien de le rappeler, l'IA représente aujourd'hui une part vraiment mineure du trafic global des entreprises. Alors, je ne pense pas que vous puissiez donner le pourcentage exact, mais est-ce qu'on peut dire que c'est moins de 2% pour Accor ? C'est une façon de donner un chiffre. Mais on va dire qu'on est encore à l'horizon d'un digit, donc un chiffre inférieur à 10. Ouais. Mais par contre, quand on voit la trajectoire, on se rend très vite compte que, en fait, on part d'un petit chiffre avec des gros pourcentages, mais si on projette mois à mois, très rapidement, ce qui n'est pas significatif va devenir significatif dès décembre. Donc à partir de là, on a commencé, nous, déjà, à rediriger pas mal d'investissements qui étaient sur du marketing traditionnel, sur la structuration de données pour que nos recherches soient disponibles et visibles sur l'AI. Oui, il y a une vraie accélération qui est beaucoup Absolument. plus rapide qu'à l'époque du digital. On va poursuivre avec Lorraine, puisque chez Center Parcs, l'IA, bien sûr, est un enjeu majeur. L'UX en général, dans la mesure où je crois que 70% de vos ventes sont directes. Donc c'est très important, par conséquent, de soigner cette relation client. Alors, vous avez 2 nouveaux outils en matière d'IA. Je vous laisse les présenter. Oui, et avant de rentrer sur les outils, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Jean-Noël. C'est intéressant parce que y a tellement de use cases possibles avec l'IA que quand même être très conscient de ces points de force, des menaces futures et de la stratégie qu'on veut adopter, c'est quand même assez essentiel pour au moins diriger. C'est difficile de prioriser parce que les ROI sont quand même très incertains, donc il y a un peu un saut de la foi à faire. Mais je trouve qu'il faut quand même être très conscient et lucide de ce qu'on a envie d'aller chercher. Moi, dans mon cas, j'ai déjà de la distribution directe assez forte. J'ai 70% de mes ventes qui se font sur mon site web parce que Center Parcs, c'est une marque concept très forte, quoi. C'est un concept original qui, sur le marché français, n'a pas vraiment d'équivalent. Donc il y a une puissance dans la notoriété et dans le concept de marque qui nous permettent d'avoir déjà une présence à l'esprit assez immédiate, assez directe. En revanche, nous, notre enjeu, il est de faire en sorte que l'expérience, justement, l'originalité de ce concept soit toujours avant-gardiste, mais dans l'expérience elle-même, quoi. Et principalement l'expérience sur site. À la fin de l'histoire, nous, c'est vraiment ça, en fait, notre activité. C'est de faire des séjours mémorables en famille au milieu de la nature. Et là-dedans, les points qui sont importants, tu le disais tout à l'heure, adossés à la déconnexion, notamment, ils tiennent au fait quand même de simplifier énormément les parcours clients. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. On a du court séjour, j'en ai parlé tout à l'heure. Être capable de minimiser le temps d'organisation, de gestion, de comparaison, de planification pour maximiser le temps de kiff, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous dans le fait de maintenir cette préférence de marque. Donc finalement, c'est ce qui a orienté le choix de ces 2 sujets. Le premier sujet, c'est un sujet de conciergerie via WhatsApp. En fait, c'est un projet qu'on avait lancé l'année dernière en test avec une entreprise externe néerlandaise, une start-up, pour tester. On avait testé sur une dizaine de nos sites en Europe. Et le principe, c'est que la veille de l'arrivée, le client reçoit un message WhatsApp, voilà, lui disant si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous. Et puis, en fait, c'est un agent derrière qui répond automatiquement
On a un taux d'automatisation à 94%. Et donc, pour les équipes opérationnelles, c'est un gain de temps incroyable. Ce que je trouve super intéressant sur ce projet, c'est qu'il permet aussi en fait, de détecter des points d'irritation ou de frottement qui seraient en sourdine sans ces nouveaux points de contact-là. Parce que un client, il lui manque une passoire dans son cottage, et ben, il va peut-être pas appeler la réception ou se déplacer. Nous, on n'est pas des hôtels, donc il suffit pas juste de descendre, quoi. Il y a quand même il y a quelques hectares à traverser. Il va pas forcément faire cette démarche-là. Pour autant, ça va avoir quand même été un petit pain point dans son parcours. Bon, bah, ces choses-là, maintenant, elles sont mises en exergue et on peut les traiter. L'autre point intéressant, c'est que c'est vrai que ça nous permet aussi de répondre à des demandes qui ont lieu en dehors des horaires de réception. On n'a pas des réceptions 24/24, nous. Donc, ça aussi, ça apporte tout de suite une réponse, un service au client qui est rassurant. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées à de l'information assez simple. Effectivement, on a eu de vraies questions sur la structure de nos données pour pouvoir y répondre. Mais quand on a vu l'ampleur du truc et l'enthousiasme des équipes opérationnelles, on a eu envie du coup d'aller développer nous-mêmes cette solution. Et c'est ce qu'on a sorti il y a 1 mois et qu'on va déployer pour l'ensemble de nos sites d'ici septembre. Avec une logique quand même financière derrière, hein, qui est de se dire finalement c'est notre asset, la techno est pas très compliquée à partir du moment où la donnée entrante est bonne, et donc il faut qu'on maîtrise ça, qu'on puisse le maintenir. Donc voilà, c'est ça qu'on a enclenché sur ce premier sujet. Lorraine, quel pourcentage des demandes sont effectuées en dehors des heures d'ouverture du call center? C'est une 30%. D'accord. C'est une 30%. Alors, c'est pas en dehors des horaires d'ouverture du call center, c'est en dehors des horaires d'ouverture des réceptions physiques sur les parcs. Bien sûr. Ouais. Et par ailleurs, l'investissement, vous l'avez, j'imagine, aussi mesuré en termes d'euros? Oui, alors en fait, je vais pas tout déballer là quand même. En réalité, l'investissement est relativement contenu puisque technologiquement, c'est pas d'une très grande complexité. Nous, aujourd'hui, on fonctionne, on va dire, avec à l'IT un studio. Donc en fait, on a 3 développeurs, en gros, on a du capacitaire qui nous livre plein de projets IA. Donc, on doit construire un backlog, quoi, voilà, où on priorise nos sujets. Donc, on consomme dans ce capacitaire. Donc, de dire exactement combien ça a coûté là-dedans, je ne sais même pas là exactement le quantifier. Ce qui est pour nous, enfin en tout cas raisonnable, le métrique qui est intéressant pour nous, c'est plutôt le coût associé aux licences, du coup à l'utilisation d'OpenAI en l'occurrence pour nous, et voilà, et donc et le nombre de conversations qui sont générées et facturées derrière, plus le coût du coup de Meta, de WhatsApp. Avec quand même les coûts, il faut avoir en tête que Meta facture différemment s'il considère que c'est des messages de service ou des messages marketing. Comment il le détermine, c'est un petit peu opaque hein, quand même. Mais ça a une incidence sur les coûts qui est significative. Donc, j'entends beaucoup quand même parler de l'IA comme la formule magique pour les gains de productivité, réduire ses coûts, et ça. Bon, aujourd'hui, c'est pas tout à fait probant parce que ça en génère par ailleurs. Et nous, ce qu'on voit dans le conversationnel, c'est que les points de contact ne se remplacent pas complètement. En fait, ils s'ajoutent, ils se démultiplient. Ils créent des envies de parler à des gens qui ne l'avaient pas. Donc, en réalité, c'est pas si net que ça. En revanche, la qualité du service client est très, très, très nettement améliorée. Ça, du coup, c'est une rentabilité puisque c'est plus de fidélité et c'est un taux d'acquisition inférieur derrière. Très bien. Il y a le deuxième outil IA, donc là, c'est pour la gestion des réclamations. Tout à fait. Aussi dans la logique de bien servir le client, savoir bien traiter les réclamations, c'est un vrai point. Hein. Le parcours du client ne s'arrête pas à la fin du séjour. Et parfois même, ça peut aider à rattraper quelque chose qui se serait mal passé. Donc oui, je sais que ça va vous surprendre, mais nous avons des réclamations chez Center Parcs. Et en fait, sur ces sujets, moi, j'ai travaillé avec dans mon équipe le directeur du Customer Care Center, qui intègre bien sûr toute la partie call, donc tous les appels entrants pour de la réservation ou pour de l'accompagnement d'information, mais aussi toute la partie relation client sur le suivi et réclamation. Ce qui est intéressant, ce que je voudrais partager avec vous là-dessus, c'est que j'ai travaillé depuis 3 ans avec mon directeur CCC sur ces sujets d'IA.
avec un peu la volonté justement de ne pas être dans une politique de l'autruche en se disant pourvu que ça ne tombe pas dessus et que ça ne chamboule pas trop nos métiers, mais plutôt en embrassant le truc, en se disant bon, ça va tout bouleverser, donc soyons acteurs de ce changement plutôt que de subir complètement le truc. Et à l'époque, il avait organisé une mission avec ses équipes qui s'appelait Destroy Your Business, et c'était une espèce de jeu quoi, comme ça, qui consistait à recevoir une fausse lettre du DG disant bah voilà, désolé, votre service est fermé, Et eux, dans le jeu, devaient trouver les raisons, donc les équipes devaient trouver les raisons de cette fermeture, devaient les qualifier. Et petit à petit, devait cheminer vers, finalement, c'est quoi la valeur intrinsèque qu'on peut apporter en tant que call center, en tant que relation client. Où est-ce qu'il y a des choses qu'on veut mettre en place? Et à l'inverse, quelles sont les choses dont on voudrait idéalement se débarrasser parce qu'elles sont à faible valeur, etc. Et donc, eux-mêmes ont été très acteurs de cette vision, et ça a énormément aidé quand même l'onboarding, et maintenant c'est les premiers ambassadeurs en fait de l'adoption de l'IA dans l'entreprise. Donc ça c'est un enseignement super intéressant. Et effectivement le sujet des réclamations, en fait nous ce qu'on a voulu faire, c'était déjà, on avait envie de pouvoir centraliser la gestion des réclamations qui aujourd'hui était éclatée entre la France, les Pays-Bas, l'Allemagne principalement. Et donc, la gestion de la langue est évidemment un atout énorme. Et donc, l'outil qu'on a développé et mis en place il y a à peu près 1 mois, en fait, il permet de faire une réécriture de la réclamation, qui est une donnée écrite, qui est envoyée par le client par écrit, que en fait, elle soit mise dans la langue, donc en français en l'occurrence, puisque c'est géré en France, de l'agent qui va gérer la réclamation, de pouvoir en fait qualifier le niveau de dédommagement en fait lié à la réclamation, de pouvoir préparer une réponse vis-à-vis du client et de pouvoir, le cas échéant, générer automatiquement un coupon, un avoir de compensation pour une future réservation. Tout ça étant derrière, par contre, quand même toujours validé par l'humain sur les différentes étapes. Mais du coup, il y a toutes ces étapes-là qui ont été quand même automatisées et simplifiées. Nous, ça nous donne aussi un peu plus de maîtrise quand même et de contrôle sur la gestion des avoirs. Donc, il y a aussi un gain de ce point de vue-là. Donc, potentiellement derrière, l'ambition, la target qu'on s'est fixée, c'est de pouvoir traiter 3 à 4 fois plus de réclamations par jour, enfin sur une journée. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Vous traitez combien de réclamations par jour et avec quel résultat? Alors, en fait, le point de départ, donc T0, c'était qu'on était en capacité de traiter une 50aine de réclamations par jour. Là, on est passé à 80 à peu près. Et donc là, on fait les travaux pour la V2 pour faciliter le résumé de la réclamation. Parce qu'en fait, le temps perdu aujourd'hui est lié plutôt à la lecture, qui parfois est assez longue, pour comprendre le contexte, le ci et ça, etc. Donc c'est ce temps-là qu'il faut encore qu'on compresse pour pouvoir atteindre notre objectif. Mais on est confiant. Et c'est là aussi, je crois, notamment en dehors des heures d'ouverture. Oui, là aussi, la possibilité aussi de préparer ces éléments en dehors des heures d'ouverture. En revanche, nous, aujourd'hui, on veut conserver la validation humaine. Donc, de toute façon, ce sera traité. Mais l'étape suivante qu'on veut pouvoir aussi exploiter, c'est, là, je reviens sur le sujet de Talk to Data, c'est de pouvoir beaucoup mieux calibrer les reportings liés aux compensations, de donner une vue beaucoup plus claire aussi à nos parcs, puisqu'ils sont relativement finalement aveugles sur cette partie, et donc qui est très centralisée en fait, et donc de les resensibiliser aussi à cette partie-là. Donc voilà, c'est l'après aussi qu'on est en train de développer. Alors on parlait de ce programme Destroy Your Business, c'est assez disruptif. Donc on le sait, l'IA va transformer et supprimer quand même des métiers. Chez Accor, est-ce que vous avez eu un programme un peu équivalent pour essayer d'embarquer aussi les équipes dans cette transformation? Absolument, c'est un chantier parce que on a parlé de l'IA pour les consommateurs, on a parlé de l'IA pour les hôtels.
Le dernier pan, c'est l'IA pour nos collaborateurs à nous, et aussi pour nos ingénieurs qui font du développement. Donc les différents programmes de formation sont en cours. L'équipement et la mise à disposition d'outils et la formation à ces outils est absolument en cours. Et bien entendu, il y a des discussions sur comment est-ce que ces métiers-là sont transformés ou changés ou adaptés par rapport à ce contexte-là. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, on est au tout début. On est plus à la phase de compréhension, de prise de connaissance et d'analyse que de changement effectif là, maintenant, tout de suite. Il y a un autre sujet qui apparaissait dans le sondage de Next Content, c'est tout ce qui est bien sûr environnement, carbone. C'est un sujet auquel les jeunes générations sont particulièrement sensibles et donc vont probablement regarder aussi l'engagement RSE des entreprises avant de postuler. On a très très peu d'éléments aujourd'hui sur justement l'impact carbone du recours à l'IA. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous réfléchissez actuellement pour aussi faire preuve de transparence vis-à-vis et du consommateur et des employés? Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Lorraine? Non, moi c'est juste pour dire, nous on vient là de se connecter à un outil, parce qu'il y a des outils en fait qui font ça assez bien. Alors j'ai peur d'écorcher le nom, je crois que ça s'appelle Frugal, quelque chose comme ça, qui permet en fait justement de mesurer l'impact carbone des agents qu'on développe. Donc j'ai pas encore les résultats, mais nous on vient juste de le mettre, parce qu'effectivement c'est quand même une dimension qu'on veut pouvoir monitorer. Sur l'ensemble de nos engagements ESG. Oui, parce qu'effectivement, après, vous allez l'intégrer dans votre rapport annuel. Complètement. Oui. Et chez Accor ? C'est à peu près la même chose. C'est dire qu'au niveau entreprise, nous avons des engagements ESG qui sont très forts et on en est très fiers. Donc, toute activité qui tend à nous permettre d'opérer notre activité, il faut qu'on mette ça dans l'équation. Après, pour être totalement ouvert, si on met de côté Mistral, qui en a fait vraiment un pilier de sa stratégie, Mistral, c'est le champion français de l'AI, on les adore ces gens-là. C'est vrai que le reste, c'est surtout des Américains. Ils n'ont pas forcément une transparence totale dessus, mais c'est aussi à nous, grâce à l'Europe, de les challenger dessus. Vous parlez de Mistral, ça tombe bien. Est-ce que l'un de vous, justement, a décidé de flécher un de ces projets vers Mistral ? Nous sommes en discussion avec eux, absolument, comme tous les autres. Comme avec tous les autres LLM. Eventia, je crois que vous aviez un mot à ajouter. Oui, non. Ce que je voulais dire, c'est que bien évidemment, aujourd'hui, les engagements sont très forts côté RSE. Amadeus, c'est une entreprise technologique. L'IA chez nous, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait partie dès le début. Et aujourd'hui, vous avez des IA comme celle qu'on a évoquée aujourd'hui qui est visible pour vous, mais en réalité, presque dans la totalité des solutions qui sont mises au service de l'industrie, il y a de l'IA derrière, que ce soit dans la recherche de contenu, dans l'utilisation côté compagnie aérienne, sur l'optimisation des flux, des bagages. Donc dans toutes les solutions, ça existe. Et c'est pour ça, je pense que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on a vu tous ces éléments-là. Il faut choisir les cas d'usage de l'IA efficacement, mais le choisir aussi de façon éthique et de façon engagée. Donc il faut vraiment choisir ces cas d'usage qui ont vraiment un très bon rapport. Aujourd'hui, le succès de l'IA est 90% l'infrastructure, que 10% en fait les modèles de l'IA. Et je pense qu'on a entendu ça, que ça soit Accor, Center Parcs, on a dit la qualité et la structure de la donnée, ça doit être en réalité votre premier engagement pour mettre en place ça. Et deuxièmement, la gouvernance. Et cette gouvernance qui est dravée par l'humain va s'assurer en fait que ces usages-là sont éthiques et durables. Et pour en finir, tu parlais tout à l'heure, bien évidemment,
Donc on a l'IA à l'usage à l'externe, mais aussi en interne. Et moi, nous, on a cette conviction, et j'ai cette conviction aussi personnellement, qu'aujourd'hui, il faut s'instruire à tout modèle de l'IA. Ça va très vite. Vous avez vu déjà le nombre d'acronymes qu'on a déployés, MCP, UCP, LLM, voilà. Ça va très vite. Ce qu'on utilisait en IA, pour tous ceux qui l'utilisent quotidiennement, il y a 6 mois, mais ça a énormément changé. Donc c'est vrai qu'on parlait depuis longtemps, Linda, non, de cet environnement volatile, mais très très rapide. Mais ça s'accélère. Ça s'accélère. Donc voilà, il faut savoir prioriser ses projets et peu à peu aussi essayer de rester dans la sobriété, même si c'est un vrai défi avec ces nouvelles technologies. Je sais que le Canada est très sensible à ces questions-là. Est-ce que justement l'IA sobre, est-ce que c'est possible d'après vous ? Alors déjà, l'IA sobre, ce serait utiliser le jumeau voyageur plutôt que ChatGPT. Au moins, on va dans des données très spécifiques. Ça évite d'aller dans aller faire une requête dans un gros data center. Donc on va droit à la source et des datas vérifiées. Ensuite, le Canada, forcément, c'est une destination long courrier. Donc, il faut revenir aussi à la raison d'être du tourisme. Pour nous, ce qui est très important, c'est de pouvoir inspirer les voyageurs, leur faire découvrir une autre façon de vivre. Et la rencontre avec les locaux est très importante pour le Canada. Donc, vraiment, le sujet qui importe énormément à la destination, c'est s'assurer de promouvoir un tourisme régénératif. Et là, le côté écologique est mis dans un ensemble où il y a aussi le côté économique et culturel, de quelle façon le tourisme qu'on va promouvoir, les partenariats qu'on va mener vont faire en sorte que ce soit des voyages plus longs, qui vont aller à la rencontre des habitants, qui vont rendre à l'économie locale et faire en fait de ces déplacements de personnes une vraie valeur ajoutée et pas juste traverser l'Atlantique pour rester une semaine dans un resort. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est de s'assurer que ces déplacements de voyageurs aient des répercussions en fait, sur l'ensemble de l'économie canadienne. Donc ça, c'est notre fer de lance. Et ensuite, les voyageurs, s'ils ont envie de prendre le bateau et arriver en un mois, ils peuvent le faire. On les accueille tout au sang. Merci beaucoup, Cyrielle. Je pense qu'on peut les applaudir. C'était vraiment passionnant. Alors, nous avons abordé beaucoup de sujets, mais pas tous. On n'a pas parlé de la souveraineté, on n'a pas parlé de la qualité des données, ou en tout cas, on a survolé ces sujets-là. Je sais qu'ils vont être abordés tout au long de la journée, donc bien sûr, je vous invite à rester. Il y aura beaucoup de speakers, beaucoup d'angles très différents autour de l'IA. Encore merci à vous tous et merci de votre attention. 10h30.